Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Christophe Willem à l'occasion de la sortie de son nouvel album Panorama, prévu le 16 septembre prochain. En lisant tes mots pour raconter cette aventure qu'est ton nouvel album, j'ai bien compris qu'on devait avoir la même vision des choses et que ça allait faire un bel épisode tous les deux. Panorama, tu l'as réalisé en repensant avec douceur à tes erreurs du passé, tes joies, tes peines, tes envies, tes craintes, bref, tout ce qui t'a construit et qui fait l'artiste que l'on connaît aujourd'hui. Hello Christophe. Ça va ? Tu confirmes ? Je confirme tout. C'est exactement ça. Mais c'est beaucoup plus long. On va prendre 100 ans, je pense, pour expliquer tout ça. Ça va être ton âge, d'ailleurs. Voilà, exactement. Je suis violent. vraiment... Le mec, c'est Highlander, le mec, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est synthétisé, mais c'est exactement ça. Ok, bon, top. Et pour parler de tout ça, on va raconter ton précédent album qui a pas eu le succès que tu attendais et qui, en fait, a provoqué une grosse remise en question qui était assez bénéfique. Et carrément. Alors, c'était l'album Rio, donc le précédent. Je sais même plus, le mec qui est tellement en trauma, je sais plus si c'était en 2017 ou 2018. Tu veux qu'on googlise Faut que tu googlises l'histoire. Mais je crois que c'était 2017. Il me semble. Mais Christophe. Tu mets album Rio. Non mais tu vois le. Ouais. Je crois que c'était 2017. Alors. 2017. Ah. C'était en septembre aussi. Ouais, exact. Et écoute, la genèse de tout ça. Évidemment, j'ai fait La Nouvelle Star. C'était en 2006. Ouais. J'ai eu vraiment une chance dingue parce que depuis 2006, en fait, les albums se sont enchaînés, les tournées se sont enchaînées. Et si tu veux, même si le marché du disque est quand même un truc un peu compliqué et surtout en vraie décroissance. Ouais, et puis ça a changé depuis 2006. Ça a beaucoup changé, mais si tu veux, j'ai toujours eu la chance d'être quand même un peu porté par le public, déjà qui répond toujours présent, et puis aussi les médias qui accueillent généralement toujours assez bien les albums en cours. Okay. Jusqu'à l'album Rio, qui, alors je ne sais pas pourquoi, c'est un album pourtant qui était très personnel, que j'avais vraiment écrit, composé suite à vraiment un voyage que j'avais fait au Brésil, qui m'avait vachement inspiré. Et puis cet album sort, et en fait, là, il y a un espèce de gros encéphalogramme plat, mais vraiment, c'est-à-dire, tu vois, presque dans l'anonymat. C'est-à-dire que cet album est sorti et il y a vraiment eu un vrai truc de non-acceptation de cet album. Je sais pas pour quelle raison, tu vois. Après, effectivement, je suis pas en train de dire que je fais la meilleure musique du monde, non, tu vois. Non, mais c'est vrai, on a de quoi se questionner parce que hormis le fait que tes musiques soient des tubes, et on a tous dansé sur au moins l'une de tes musiques, t'as aussi ce côté un peu célébrité qui fait que, moi je réfléchis en tant que média, j'étais chez Cosmo, on aurait eu envie de te recevoir quoi qu'il arrive, tu vois. Je me questionne effectivement pourquoi... Donc si tu veux, il y a eu cette période, la période de sortie de cet album. En plus, tu vois, c'était pas les mêmes équipes dans la maison de disques où j'étais. Donc c'est des équipes différentes. Je travaille avec un manager aussi qui est pas le même qu'aujourd'hui. Et si tu veux, conjoncturellement, l'album sort. Et tu sais, quand tu sors un album dans une grosse maison de disques, c'est un peu comme le système du cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, la première semaine de vente, t'as les perspectives de vente totale de l'album. Grosso modo, on se dit, OK, à tant de ventes la première semaine, on sait que ça terminera à tant. Ça paraît très cynique comme truc. Pression de malade en plus. Mais c'est la vérité. Ça marche vraiment un peu moins maintenant parce que le streaming a quand même pris le dessus et on sait qu'effectivement aujourd'hui, t'as plus la même impact des mass médias et justement, tu vois, les podcasts, tout ce qui est un peu parallèle joue aussi beaucoup, tu vois, sur la communication autour d'un album. Mais en tout cas, en 2017. Mine de rien, c'est et on insiste sur cette date-là. Mais c'est vrai. Mais tu vois, de 2017 à 2022, il y a eu quand même un vrai reset de la communication, en fait. Et donc, première semaine de sortie d'album, là, on me dit, écoute, l'album, voilà, on pense que vraiment, il va pas atteindre des chiffres satisfaisants. Ah, fuck. Donc, on pense que l'album s'est planté. Et donc là, toi, t'as passé quand même 1 an et demi, voire 2 ans à bosser sur un projet où t'as mis vraiment beaucoup de tes tripes. Donc, c'est vrai que le premier truc que tu te prends, c'est quand même ultra violent. Et en plus de ça, tu le dis, c'est l'album le plus personnel à ce moment-là que t'as écrit. Donc, ça touche quand même vachement l'intime, quoi. Si tu veux, c'est là que tu te dis la difficulté. Là, je me rends compte par la suite. Là, maintenant, là, on en discute parce que j'ai un peu digéré l'histoire. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué quand t'es artiste. Les gens s'imaginent toujours aussi quand t'es artiste, quand tu dis people, parce que quand tu fais une émission comme celle que j'ai fait,
la frontière, elle est quand même très très fine, Ouais. si tu veux. Et les gens s'imaginent pas à quel point un album peut être hyper perso parce que je ne suis pas avec la casquette de l'auteur-compositeur qui travaille chez lui, tu vois, la nuit dans son délire. Mais en même temps, tous les albums depuis le début. Christophe Gainsbourg, quoi. Bah, c'est ça. Non, mais. Pardon. Si tu veux, tu vois, les albums que j'ai écrits ou que j'ai pas écrits d'ailleurs sont toujours le fruit de collaboration et tout ça et de beaucoup de discussions pour aboutir sur quelque chose qui est vraiment un instantané de ce que je suis à ce moment-là, en fait. Quand tu dis 1 an et demi sur un même travail, j'imagine pas les heures de remise en question, de réflexion sur le sujet. À la fin, c'est un véritable accouchement, quoi. Non, mais carrément, non, c'est vraiment ça. Donc, si tu veux, voilà, première semaine de sortie de cet album, c'est un peu le coup près qui tombe et tu dis, ah, donc là, moi, je réalise très vite que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y a toute une promo, il y a une tournée qui arrive, mais tu fais vraiment les choses avec une dynamique qui est vraiment pas cool, tu vois. Ouais, c'est clair. Et surtout, il m'a fallu quand même pas mal de temps. Donc, heureusement, il y a une tournée à l'issue de cet album qui, elle, a plutôt bien marché. Okay. C'est-à-dire que le public était vraiment présent. Et justement, je partageais beaucoup avec, tu vois, il y a tout un tas de fans que je vois assez régulièrement, tu vois, dans des promos autres, qui eux aussi étaient un peu dans l'expectative de se dire, mais on comprend pas pourquoi cet album n'a pas pris. Donc, si tu veux, c'est étonnant cette dissonance entre cet encéphalogramme plat, comme tu dis, qui est aussi lié un peu aux médias. Et la réaction du public, parce que moi je me souviens, je vais pas les citer, mais l'un de mes groupes préférés, leur dernier album, j'étais là, oh non, c'est Xanax à mort. Je suis allée les voir en concert et j'ai pas kiffé parce que c'était des musiques qui me correspondaient plus, tu vois. Là, c'est étonnant quand même de voir la différence entre la réaction du public. Mais là, en vrai, ce qui était cool, moi, ça a été comme un vrai réconfort que la tournée fonctionne. C'est clair. Parce que c'est un peu là aussi que se passe la vraie vie. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a plus le prisme, justement, des médias ou de la com, et que t'es en direct avec le public qui te suit et que tu peux aussi jauger de comment les choses sont reçues, en fait. Donc, c'est vrai que ça a été comme le truc qui a quand même atténué un peu la violence des 8-9 mois qui ont précédé tout le travail autour de la promo de cet album-là, qui était quand même hyper compliqué. Comment t'as fait pour essayer de te battre, pour faire malgré tout de la promo, etc., durant cette période-là? Bah alors c'était non vraiment c'était balèze, hein. C'était un peu chaud. C'est-à-dire que t'es dans un truc où en plus tu vois, on est en plein cœur du sujet de ton podcast. C'est-à-dire que moi c'était très compliqué à ce moment-là d'arriver à dissocier. C'est ça que je vais expliquer. Quand t'es artiste, c'est très très dur. Les gens des fois ont du mal à comprendre d'arriver à dissocier ce que tu fais de ce que tu es, puisque ce que tu fais est forcément le fruit de ce que tu es. Donc si quelque chose ne réceptionne pas, forcément, même si tu te dis, t'essaies de convaincre, tu dis bon bah en fait il y a un rejet de ce que moi je suis en fait. Ouais, c'est hyper humain, je comprends. Donc c'était quand même, tu vois, un peu beaucoup violent. Alors au cours de l'histoire de cet album, donc il y a eu quand même le sentiment par rapport aux équipes qui étaient en place à l'époque, j'ai quand même eu un sentiment un peu d'abandon parce que tu te dis mais en gros du coup il y a que les chiffres qui comptent, mais il y a pas d'investissement haut, il y a pas de conviction autour d'un projet. Enfin, tu vois, c'est quand même assez. Tu te sens assez seul en fait à défendre un album, enfin un projet. Et à la suite de tout ça, toujours en pleine promo. Alors là, c'était complètement indépendant de travail de cet album, mais la personne avec qui je travaillais en tant que manager a arrêté son boulot de manager. Il est vraiment passé à autre chose. Okay. Mais complètement, c'était pas du tout lié à l'album. Ouais. C'était un manager qui bossait depuis des années dans ce métier et qui lui, à un moment, est complètement eu envie de changer. Mais donc, si tu veux, j'ai eu la sensation d'avoir un abandon de la maison de disque, du manager, et puis du coup, des médias qui suivaient pas. Donc, si tu veux, je me suis retrouvé un peu à porter à bout de bras le projet. Donc, à la fin de la tournée, même si la tournée était hyper réconfortante, j'étais quand même vidé. Ouais. Mais vraiment vidé. Bah là, si t'as un petit problème du syndrome de l'abandon enfant, là, ça te prend un petit couteau et puis ça gratte, quoi. Ah mais là c'est sûr, t'as lu. Alors à ce moment-là, j'ai lu tous les livres. Puis il y a une fille québécoise, je sais pas si tu connais. Les blessures. Mais bien sûr, Lise Bourbeau. Non mais bien sûr, tout le monde connaît Lise Bourbeau. Alors t'es quoi, toi? Alors moi, je suis abandon. Moi, je suis abandon parce qu'en plus il y a le profil du corps, tu vois toute l'histoire du livre. Mais ouais, c'est fascinant. Mais c'est impressionnant. Alors moi, je sais que dans mes souvenirs, ma psy dirait chérie, il y a pas d'autre chose que de l'abandon, quoi. C'est vraiment abandon. Mais moi, je suis le X. Et donc dans mes souvenirs, il y a une nuance entre les deux. Mais de toute façon, on a toujours une blessure première. Ouais. Et après, t'en as d'autres qui viennent se greffer. Ouais, parce que sinon, c'est pas rigolo. Tu vois, moi, je pense qu'il y a abandon, rejet, il y a une petite blessure d'humiliation aussi qui doit être là-dedans. Enfin, il y a un petit package, quand même. On s'est dit, monsieur, vous n'êtes pas venu pour rien. Bah, bien sûr. Alors, on s'est dit, c'est bon, on y va.
Mais non, mais donc j'ai beaucoup lu à ce moment-là. Donc Lise Bourbeau. En même temps, j'étais aussi en thérapie parce que tu parles de psy, mais moi je voyais une psy que je vois encore toujours d'ailleurs. Mais donc c'était quand même, on va dire, une béquille importante à ce moment-là. Mais non, comment en vrai j'ai un peu tenu le truc, ben vraiment avec beaucoup de lecture. Donc chez Lise Bourbeau, Christophe André, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. Ok, je le connais pas. Mais qui est passionnant comme livre, vraiment, où justement tu apprends concrètement à apprécier tes imperfections, à te dire que la perfection n'existe pas, et surtout t'apprends beaucoup à différencier entre la jalousie et l'envie. Ah, hyper intéressant. Et ça, c'est super, mais vraiment très, très, très intéressant. Parce qu'en fait, la jalousie, le mec qui va à fond dans le sujet. Ah, moi, j'adore. Non, mais la jalousie, si tu veux, c'est la conviction, t'es jaloux de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu crois posséder. Donc, quand t'es jaloux de quelqu'un d'autre, en dehors d'un couple, j'entends. Si t'es dans un couple et que t'es jaloux de la personne avec qui tu es. Comme t'as trompé un moment. T'es jalouse d'imaginer que l'autre se barre. Voilà. Mais dans le cadre, par exemple, du travail, si t'as de la jalousie, tu dis mais pourquoi moi ça marche pas, pourquoi les autres ça fonctionne et tout ça. En fait, c'est plus de l'envie. Tu as envie d'arriver à ça, mais en fait, t'apprends très vite quand tu lis ce livre, et c'est ça qui est passionnant, que le succès des uns ne t'enlève rien en fait, et que t'as pas du tout besoin de rentrer dans une espèce de rancœur ou de sensation d'injustice et de se dire pourquoi moi ça marche pas et pas les autres. Et donc en vrai, moi ça a été un premier palier pour travailler sur moi. Prendre du recul. Ouais, prendre vraiment du recul et pas tomber dans le truc. J'avais pas du tout envie de devenir le mec, tu vois, plein de rancune, haineux, à dire c'est dégueulasse, tu vois. Donc, si tu veux, il faut aussi accepter au bout d'un moment, il faut lâcher prise, être dans l'acceptation de ce qui est. Tu vois, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est-à-dire que si on veut évoluer et avancer, il faut déjà accepter la situation telle qu'elle est. Et si tu veux, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais conjoncturellement, 2017, c'était compliqué. Je dis oui, mais un album, à partir du moment où il est en ligne, il est sur Spotify, sur un tas de plateformes de streaming. Oui, c'est si le public fait pas la démarche d'y aller, on parle pas de médias. On parle d'un album qui n'a pas rencontré son public. Tu vois, donc après, faut accepter l'idée. C'était peut-être pas le genre de musique que les gens avaient envie d'entendre de moi à ce moment-là. Ça renie rien, si tu veux, sur l'album. Mais c'est factuel. C'est un album qui n'a pas réceptionné, tu vois. Et en plus, c'est hyper bienveillant parce que ton entourage essaye de te remonter le moral, mais en fait, ça t'aide pas forcément plus à justement à avancer. Donc, si tu veux, après, ce qui a été bizarrement très positif, donc tu vois, je sors de cette tournée, encore une fois, donc vidé, fatigué, et puis vidé et tout, mais quand logique. même un peu réconforté par rapport à l'échec de l'album lui-même, parce que la tournée, ça allait. Mais je me dis, bon là, il va falloir du temps, vraiment, pour savoir comment poser les bases de la suite, tu vois, et aussi, plutôt que d'essayer de refaire l'histoire et de se dire pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce qui n'allait pas dedans, c'est de se dire non, on va pas construire un truc sur les vestiges de quelque chose qui a pas marché, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment passer à autre chose. Donc je me disais, il va falloir pas mal de temps, rencontrer plein de nouvelles équipes et aussi retrouver l'envie, parce qu'il y a un truc quand même un peu, je veux dire, je suis pas sadomaso, si tu veux. À un moment quand tu vis un truc un peu violent, tu dis, mais est-ce que fondamentalement, moi au début, en sortant de la tournée, j'avais pas du tout envie de refaire un disque. C'est-à-dire, j'étais dans un truc de, non, en fait là, j'ai un peu aussi, moi, besoin de me reconstruire un peu, de retrouver une forme de solidité pour être en mesure de me réexposer et qu'éventuellement, si ça ne fonctionne pas, ne pas le vivre de manière aussi violente. De dingue, parce que je pense que beaucoup, voire les 3/4 des artistes, cherchent un peu de l'amour qu'ils ne se donnent pas ou qu'ils n'ont pas reçu grâce à ça. Et quand on a du succès, c'est fantastique parce que ça nourrit énormément. Ça porte. Mais l'envers du décor est hyper violent aussi, quoi. Mais tu vois, tu dis exactement le truc qui est vraiment le truc vraiment sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que bon, pour revenir, tu vois, sur 2006, la Nouvelle Star et les albums qu'on suivit, justement, j'ai été vraiment porté. Et donc, quand t'es porté, si tu veux, c'est pour ça que j'explique maintenant avec du recul la carrière d'un artiste. Heureusement que c'est pas la vie est un long fleuve tranquille. Heureusement que c'est des hauts et des bas, parce qu'en fait, on ne crée rien sinon. Mais tu crées rien. Non, mais en vrai, tu crées rien. Et si tu veux, si t'es constamment porté, tu peux pas te remettre en question. Tu peux pas te remettre en question parce que justement après, t'es dans des paramètres aussi commerciaux et tu dis bon, à un moment, on va pas changer une recette qui marche en fait. Donc, tu te retrouves finalement, tu te retrouves toi-même un peu pris dans un espèce d'engrenage dans lequel t'as peur d'en sortir, si tu veux. Parce que tu dis, bon, bah, ça marche. Donc, pourquoi risquer autre chose? Tu vois? Donc, si tu veux, le moment où d'un seul coup, t'es dans le creux de la vague, ça te permet aussi de réfléchir et de revenir un peu au fondement des choses et de te dire, bah, ok, j'ai la chance de faire ce métier.
Mais ce métier existe parce qu'à la base, j'ai une passion. Mhm. Donc, j'ai eu le besoin, moi, à ce moment-là, de me reconnecter à ma passion. Coûte que coûte, voilà. Vraiment au plaisir, vraiment au côté passionné de la musique. Et après, de dire, ok, ce sera, ma passion fera que il y a un album qui sortira et donc ça redeviendra un métier. Mais à la base, il y a une passion. Et je pense que quand t'es porté comme ça pendant pas mal de temps, petit à petit, ta passion s'éloigne et en fait, c'est ton métier qui prend le dessus. Il y a des automatismes qui se mettent en place. Et en fait, je pense, tu vois, quand j'analyse rétrospectivement l'album Rio, je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a une partie de peut-être que j'ai fait cet album, aussi sincère soit-il, il était aussi codifié par rapport à un système dans lequel j'étais à 200%. Et j'avais pas le recul. Tu peux pas le voir, c'est clair. C'est clair, quand t'es depuis des années là-dedans, que tu travailles au sein d'une grande maison de disques qui est hyper qualifiée pour créer de beaux albums, de beaux objets musicaux, je comprends que ce soit hyper dur d'en sortir. Et puis aussi, l'échec rend courageux, le succès un peu moins. Et tu le dis très très bien, j'ai écrit un livre sur la leçon, etc., qui s'appelle Fiasco, et dedans je parle d'une nana qui faisait du MMA, tu sais, c'est cette boxe hyper Je vois très bien, qui s'appelle Ronda Rousey, et c'était Ronda l'invaincue. Et en fait, elle a commencé à ne plus prendre aucun risque parce qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre son titre, qu'elle a fini par perdre justement pour cette exacte raison, parce qu'elle osait plus, en fait. Elle osait plus, elle était pétrifiée par le succès. C'est fou, quoi. Non, mais ça m'étonne pas du tout. Mais c'est pareil, quand tu me parles d'un livre sur l'échec et tout ça, tu me dis le fiasco, là, le livre... Charles Pépin. Non, mais voilà, les vertus de l'échec. Enfin, ça, évidemment. C'est ça que t'as bossé le sujet. Bien sûr. Non, mais parce bien. que, évidemment, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, tu vois. Après, est-ce que tu peux faire un travail sur toi? C'est très, très bien, le travail avec des psys et tout ça, parce que ça t'aide à avoir du recul, surtout d'avoir un axe différent. Ça mange pas de pain. Mais, pour moi, le plus... Ce qui a vraiment été le plus fondateur dans tout ce travail-là, c'est toutes ces lectures-là où moi vraiment j'étais dans un truc que je lisais énormément et je prenais des notes et puis je revenais sur ça. Je dis dans ce livre il parlait de ça de cette manière-là, parce qu'en fait plus tu lis de choses différentes, au plus elles s'imprègnent vraiment en toi et au plus le travail que tu fais avec un psy à côté, il a un écho qui est intéressant parce que tu te détaches aussi de ton histoire et tu as le relais de plein d'exemples différents. Enfin, tu vois, moi ça a été un peu le truc intéressant. Tu crois que ça t'a aidé à écrire ton album aujourd'hui? Bah alors attends, parce que... Oui, pardon. Et c'est moi la journaliste. Les étapes. Non mais... C'est toujours moi qui dis à tous mes invités, alors attendez, on va rembobiner et tout, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Non mais, alors t'as dit un truc tout à l'heure aussi qui était très 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 vrai, justement quand tu parles de l'amour des gens, l'amour qu'on reçoit et tout ça qui porte beaucoup. Qu'on se donne pas. Mais c'est ça. Et si tu veux, moi, pour revenir vraiment dans l'histoire, pourquoi en fait? Et ça, j'ai compris en vrai assez récemment. En fait, c'est pas tant l'album Rio. C'est pas le fait que l'album Rio n'ait pas marché. Parce que l'album Rio en soi, c'est ce qu'on dit. Bon, c'est un accident de parcours, entre guillemets, un truc qui rencontre pas un succès. C'est obligatoire. Voilà, c'est un truc que on est tous, je pense, ou même toi, dans ton boulot et tout ça, on peut tous totalement comprendre. Mais, effectivement, en fait, moi, ça a rouvert des plaies beaucoup plus anciennes, qui remontait beaucoup plus loin, qui remontait à l'adolescence et tout ça. Moi, quand j'étais ado, j'étais très stigmatisée. Bon, j'étais pas Rambo, je suis toujours pas d'ailleurs. Mais si tu veux, j'étais très stigmatisée. Moi, j'étais un peu, j'étais le PD de la cour de récréation. C'était un peu ça mon truc, tu vois. Donc moi, j'ai vécu. C'est chouette quand on cherche à être comme les autres à la période de l'adolescence. C'est ça. Super. Non, mais surtout quand t'as pas de sexualité en plus, tu comprends même pas le truc. Mais bon, tu vois, j'ai vécu ça. Et donc, c'est vrai que j'ai carrément fait une dérogation, j'ai appris une langue, j'ai appris du russe pour pas aller dans le même lycée que les gens avec qui j'étais au collège. Enfin, tu vois, ça a été quand même un peu un vrai trauma. Et donc, si tu veux, effectivement, après, ma sœur m'a inscrit à la Nouvelle Star, c'est elle qui m'a inscrit. Et donc là, je gagne l'émission. Et là, si tu veux, je me retrouve dans un truc donc, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à longer les murs pour ne pas être la cible. Et là, welcome! Et bonjour, c'est moi qui chante. Alors, les fléchettes, c'est à gauche, la cible. Non, mais t'imagines le truc un peu chelou. C'est clair. Donc, c'est vrai que de 2006 jusqu'à l'album Rio, comme si tu veux, j'ai été portée, j'ai cru à tort, si tu veux, que l'amour que je recevais des gens comblait le manque d'amour propre que j'avais. Et en fait, si tu veux, là, quand il y a eu cet échec-là qui est arrivé, je me suis rendu compte que, en fait, je prenais pas du tout l'amour des gens pour ce qu'il était, mais je le prenais comme un substitut au manque d'amour propre. Donc, effectivement, je suis retombé, mais
4 paliers plus bas de là où j'avais démarré, en fait. Puis t'avais à nouveau 16 ans, tout d'un coup. Ah, ben, d'un seul coup, je me retrouvais dans la cour de récré. Mais tu vois, ça a été très long. Là, je te raconte des trucs que j'ai jamais racontés, mais j'adore cette phrase-là, je trouve ça génial. Non, mais c'est vrai, je me suis retrouvée, tu vois, tu sais, je fais les restos du cœur. Bon, et ben, de 2018 jusqu'à là, j'étais hyper gênée d'aller au resto du cœur, alors qu'ils sont tous hyper bienveillants. Je connais Anne Cassius qui produit et tout ça. Parce que dans ma tête, j'avais la sensation que j'étais le mec qu'on allait montrer du doigt et tout, comme dans une cour de récré. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là. Ouais. Donc, tu vois, les blessures réouvertes de manière quand même très balèze. Tu sais, je trouve ça très intéressant quand tu dis ce truc-là d'essayer de te fondre dans le décor et surtout de raser les murs, parce que moi, je me souviens très très bien. C'était la plus grosse période de cette émission. Moi, je regardais et tout avec ma mère, et je me souviens que je t'adorais dans cette émission. Tu sais pourquoi? Ah bah vraiment, enfin quelqu'un qui est lui-même. Pour moi, c'était extrêmement cool, et c'est ce qui faisait que, outre ta voix, on s'attachait à ton personnage, parce qu'on dit un personnage à même si bien sûr, voilà. Non mais bien sûr. Et ça faisait vachement de bien de voir quelqu'un qui était frais, qui était lui-même, qui s'excusait pas forcément d'être lui-même. Les autres étaient un peu plus aseptisés. Et c'est assez touchant de se dire que c'est vraiment toi, quand t'es toi-même qui plaît, alors que durant des années, tu te dis, oh là là. Mais en plus, c'est chelou. Tu vois, moi, en fait, il y avait ce truc d'adhésion. Les gens aimaient que je chante en voix aiguë, tu vois. Et en fait, en gros, toutes les choses qui faisaient tu chantais bien tout court. Non, mais moi, toutes les choses qui faisaient qu'en gros, on m'avait stigmatisé étaient toutes les raisons pour lesquelles on m'aimait là. Donc, si tu veux, j'étais dans un truc, c'est quand même très bizarre ce que tu vis à ce moment. Tu dis, mais alors, soit tous ces gens ont un problème. C'est la matrice, là. Non, mais tu vois. Ou alors, tu te dis, mais alors vraiment. Et moi, à un moment, je l'ai pris en me disant, bon, en vrai, j'en ai tellement pris plein la gueule que c'est un peu une récompense, en fait. On me dit, bah, vas-y, c'est bien, tu vas vivre ça une fois dans ta vie. Tu vois, j'étais vraiment là-dedans. Tu vois. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, quand il y a eu cette sensation, parce que c'est une sensation d'échec sur l'album Rio, ça a rouvert sur toutes ces plaies qui étaient complètement ouvertes et à vif, en fait. Donc, ça a vraiment rouvert tout ça, puissance 40. Mais vraiment puissance 40. Parce que, du coup, j'ai vraiment eu la sensation que, bah, c'était 2006, la Nouvelle Star, que les 15 ans qui avaient précédé, en fait, j'avais bâti et construit un truc sur du vide, en me disant, mais en fait, il y a aucune fondation, tout est vide. Et je me disais, mais c'est dingue, les gens, ils me voient sur scène en étant genre sûrs de moi et tout, alors que je suis en panique totale, justement, parce que j'ai l'impression que je suis jugée à chaque truc que je suis en train de faire. Enfin, c'était très, très, très bizarre. Oh là là, je vois tellement ce que tu veux dire. C'est chelou, hein. C'est fou comme c'est universel comme sentiment. Alors toi, c'est décuplé parce que t'es sur scène et puis parce que t'as la carrière que tu as. Mais tu vois, c'est dingue. D'un point de vue extérieur, on se dit 15 ans. Un chanteur qui reste sur scène 15 ans. Évidemment qu'il a forcément des albums qui marchent moins bien. Tu ne peux pas faire 15 ans sans avoir ça. Mais c'est une réussite de malade, 15 ans. Tu vois, il y en a qui tiennent 2 jours. Ouais, mais je pense que, en plus, tu vois, quand j'en discute un peu, tu vois, avec d'autres qui ont fait des émissions comme ça, je pense qu'en plus, on a un peu le syndrome du, comment on appelle ça? De l'imposteur. Ouais, de l'imposteur. C'est-à-dire que tu te dis, mais attends, moi, j'ai jamais été chanté dans des bars. Enfin, moi, j'étais vraiment dans un truc, je suis passée du jour au lendemain, anonyme à connu. Donc, c'est vrai. T'étais pas prof de chant, toi, avant? Si, mais en fait, dans des collèges, des trucs, enfin, tu vois, moi, en fait, je voulais être prof. Non, mais en plus, tu vois, pour te raconter toute l'histoire, par rapport à tout ce qui m'arrivait plus jeune, en fait, moi, après, je voulais être prof de communication dans les filières technologiques. Parce que je disais, c'est là que je peux être vraiment utile. Et je me disais, bah, tu vois, si j'arrive à, tu vois, élever, tu vois, au niveau intellectuel, les gens, pour pas revivre ce que moi j'ai vécu, c'est pour ça que je voulais vraiment être prof. Et tout le monde me disait, mais tu veux être prof dans les zones difficiles, vu tout ce que t'as connu. Je dis, bah oui, en fait. C'est hyper beau. Je me disais, mais quel est l'intérêt d'être prof dans un lycée où il n'y a pas de problème? En fait, je vais être inutile, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et donc, après, c'est vrai que quand j'ai gagné l'émission, bon, le vrai premier truc, j'avais beaucoup de mal avec l'idée que c'était un métier. Je disais, mais qu'est-ce que c'est pas un métier? Tu kiffais trop. Tu prenais trop de plaisir pour moi, c'était, c'était une passion. Je vivais un truc qui était dingue et tout. Mais je sentais pas utile. Tu vois, l'utilité. Pour moi, c'est important de se sentir utile. Tu vois, en plus, alors, je reviens sur les vertus de l'échec, justement, dans le livre, où justement, il y a tout ce truc-là de l'utilité. Lié à la confiance en soi aussi. Tu vois, le travail de faire avec ses mains, d'être capable en tout cas, de pouvoir jauger de ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand tu fais aussi ce métier d'artiste, à part quand t'es en tournée sur scène,
c'est complètement dématérialisé le rapport qu'on a aux gens. Mais c'est comme des stats de la leçon. Je dis des stats, mais en fait, ça veut rien dire. C'est chimérique, quoi. Mais c'est Au ça. moins, toi, t'as cette chance d'avoir sur scène des gens qui viennent. Là, il y a un vrai rapport humain, quand même, Oui, de j'imagine. toute façon, c'est la vraie récompense, c'est Ouais, là. Tu vois, ouais. c'est que c'est vraiment quand tu te retrouves sur scène et que d'un seul coup, si tu veux, il y a plus du tout, il y a plus du tout ce, comme je disais tout à l'heure, tout le prisme des médias et tout ça, et d'un seul coup, c'est d'humain à humain, en fait. C'est pour ça que la scène, c'est un truc que tu peux pas remplacer. Et d'ailleurs, tu vois, bizarrement, souvent, quand je fais des dédicaces ou je rencontre du public, je veux toujours les rencontrer avant le concert. Ok. Ah. Parce qu'en fait, je dis, mais quand t'es sur scène, tout est fait. Je parle pas obligatoirement, mais dans une majorité des cas, tout est fait, si tu veux, pour que d'un seul coup, on soit dans quelque chose qui se rapproche quand même un peu du culte de la personne, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà d'écouter de la musique, t'as les lumières, t'as tout une mise en scène, t'as tout un côté théâtral. C'est peut-être le fait que t'aies une toche blanche, une longue barbe et des cheveux longs qui accentue un peu le truc, ouais, effectivement. non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais. Non, mais c'est ça. Non, je ne suis pas Jared Leto. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que même si tu fais un concert en étant, moi j'adore, tu vois, aller dans le public, échanger avec les gens et tout ça, mais il n'en est pas moins que la situation fait que t'es sur une scène éclairée avec des musiciens et que t'es quand même dans le concept lui-même du concert fait tout pour être dans un truc de vivre un moment un peu exclusif. Et si tu veux rentrer le public avant le concert, tu rencontres vraiment, t'as un côté humain à humain. C'est-à-dire que tu vois, les gens sont beaucoup plus détentes. Ils ont un rapport, en tout cas avec moi, ils ont un rapport très nature parce que d'un seul coup, bah voilà, on se rencontre comme là, on se rencontre comme ça. Okay. Et en fait, quand tu rencontres les gens après un concert, pendant 2 heures, t'as été dans un truc hyper intense en énergie, en émotion et tout. Et d'un seul coup après, quand tu rencontres les gens, tu te retrouves dans l'artiste qui rencontre un public. Et c'est plus du tout le même rapport, en fait. Hyper intéressant. Et je suis sûre que ça doit même changer l'énergie de l'atmosphère durant le concert. Mais c'est pour ça que si tu veux, j'aime bien rencontrer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est rencontrer les gens. C'est pas rencontrer le côté fanatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que d'un seul coup, c'est biaisé, en fait. C'est plus du tout le même délire. Et d'ailleurs, les gens que tu rencontres avant le concert, ils sont plus dans un rapport à vouloir échanger, expliquer quelles chansons les touchent et tout. Et quand tu les vois après, ça va être plus être d'en voir une photo ou un truc. Putain, c'est dingue. Qui est pas du tout la même chose. Non, mais c'est bizarre, hein, comme tu. Mais j'ai remarqué ça depuis le début, en fait. Et du coup, moi, ça me met mal à l'aise. Ah bah oui, parce que si toi, en plus, t'as envie d'un vrai échange, tout d'un coup, t'es plus quelqu'un, t'es Christophe Willem. Mais c'est ça. Et si tu veux, je trouve que par rapport, alors je les vois. Hein, Jared Leto, pardon. Jared Leto. Non, mais si tu veux, je les vois. Évidemment, quand je sors de concert et tout, qu'il y a des gens, je les vois. Ouais. Mais si tu veux, je veux pas organiser de trucs après un concert parce que je trouve que c'est. Bah, je trouve ça vachement sympa. En fait, je trouve qu'il y a un côté, c'est dur ce que je veux dire, mais il y a un côté infantilisant. Ah bah, mais complètement. Alors qu'avant le concert, non. Et puis, honnêtement, quand tu passes 2 heures, la tête, la nuque penchée comme ça à regarder quelqu'un, moi, j'ai toujours adoré les musiciens et je suis sortie avec des musiciens aussi parce que j'adore ce truc un peu, tu vois, de waouh. Non, mais il y a ça crée scène, un truc un peu particulier, quoi. Mais en même temps, je veux dire, c'est totalement normal, si tu veux. Comme tu le dis, pendant 2 heures, t'as les yeux rivés sur des gens éclairés avec tout est fait, si tu veux, pour vivre un moment un peu magique, si tu veux. Donc forcément, cette magie, elle biaise les rapports que tu peux avoir avec les personnes du public. Si tu les vois avant, bah c'est salut, tu vas bien, tu discutes tranquille. Ouais, tu les vois après, c'est pas la même chose. Ouais. Donc c'est bizarre, ça, mais j'ai toujours remarqué ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais de toute façon, pour moi, le concert, c'est vraiment la communion laïque, un peu. Ah, mais c'est complètement ça. Hein. En concert, pour moi, c'est là que sur le côté utile, justement, tu vois, il y a rien de plus ouf quand tu es sur scène et que tu vois des gens avec les larmes aux yeux quand tu chantes un titre, parce que tu te dis, on n'est plus du tout dans un truc postural ou dans un rapport artiste, public ou fan. C'est que dans ce coup, ça touche d'âme à âme, en fait, parce que quand tu pleures, il y a un côté hyper libérateur, mais il y a un côté très perso. Ouais, je veux dire, quand tu pleures, quand t'es dans une salle de concert et tu te mets à pleurer et que t'as des gens autour de toi, t'as un côté quand même un peu malaisant. Enfin, tu te dis, mais merde, je vais pas mettre à pleurer et tout. Donc, si tu veux, il y a un truc qui dépasse toute réflexion mentale. Ça parle d'âme à âme, en fait. C'est vrai. C'est fascinant, ce truc du concert. C'est génial que ça existe, la musique. Ça nous avait manqué pendant le confinement. Mais les concerts, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi.
Moi, je pourrais ne plus faire d'album et faire que des concerts. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, je pense que dans un futur pas si lointain que ça, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura plus de marché du disque. Il y aura des EP de 5-6 titres avec des tournées en permanence, avec un autre EP qui sort et t'offras comme ça. Mais je suis sûr qu'on arrivera à un truc un peu comme ça, en vrai. Quand tu regardes. Vous allez t'épuiser, la tournée en permanence, c'est Elvis, non, mais pas forcément en permanence. Mais tu vois, aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu vois, tu sors un album. Mais évidemment, quand tu sors un album, oui, la tournée, elle va être axée sur les nouveaux titres, mais tu fais fondamentalement la majorité des morceaux que le public a envie d'entendre parce que tu te résumes pas à un album, en fait, tu vois. Donc, si tu veux, l'album aujourd'hui, quand ça concerne une tournée, l'album, ça permet de coucher sur le papier et vraiment de graver une histoire. Donc là, c'est Panorama, justement, c'est vraiment l'histoire de tout cet après Rio et toute cette remise en question. Mais c'est aussi, si tu veux, le sésame pour accéder à un concert et vraiment retrouver le public. C'est un peu la porte d'entrée, en fait. C'est la nouvelle promo qui relance la machine et qui, mais c'est ça. Les festivals d'été, etc. Exactement. Ouais. Non, tu continues à nous faire des albums, Christophe. Oh! Je vais prendre ma voix de Corse. C'est ça. Mais donc voilà l'histoire. Je rebondissais quand tu m'as dit l'amour des gens. T'es mieux que moi, t'es plus journaliste que moi. Tu rebondis sans que j'ai rien à faire. Moi, je fais et j'écoute. C'est trop kiffant. Non, mais parce que le sujet, t'as vu que j'ai quand même bien. Ah mais de ouf, c'est génial. Bien digéré le sujet de l'échec. Mais... Alors, il l'a bien digéré. Et je suis à 2 doigts de te proposer des parts dans la leçon là. Je vais te faire un truc qui aide aussi beaucoup parce que ceux qui nous écoutent, ça peut quand même les aider. C'est justement d'écrire. De ouf. Ça aide, mais vraiment. C'est-à-dire que... Et c'est bizarre, hein. Moi, j'ai commencé cet hiver post-rupture, j'étais en mode, ça me fait vraiment chier. Mais c'est ma dernière solution, en gros. Non, mais ça aide vachement. C'est incroyable. Et même sans relire, juste, tu sors de toi tes pensées un peu. Toi, non, mais moi, je suis dans un délire. Mais moi, je suis dans des trucs, ils vont dire, le mec est barjot, quoi. Tu veux que je te tire les cartes après ou je sors le pendule? Moi, je suis à fond dans tous ces trucs-là. Non, mais moi, je suis à fond dans tout ce qui est énergie, tout ça. Ouf, pareil. Et si tu, pour moi, pourquoi je dis c'est important d'écrire? Parce qu'en fait, quand tu sors de toi ce que tu ressens, tu l'expulses. Et en fait, moi, je crois vachement, je pense qu'on génère nous-mêmes les choses. Ouais. Donc, si tu restes avec une énergie qui est négative, justement, si tu restes, pour prendre l'exemple de l'album, si tu restes dans, mais pourquoi ça a pas marché, c'est injuste, l'autre ça marche, moi ça marche pas, en même temps je t'ai pas aidé, machin. En fait, tu vas cristalliser un truc de rancœur et tu vas rester dans une énergie qui est négative. Et je pense que réellement, non mais je vais très loin dans ce que je vous dis. Non mais t'es pas le seul, bien sûr. Mais je pense que réellement l'énergie, mais c'est ça en fait. Sûr. Tout n'est que vibration. Et si tu restes dans quelque chose qui est comme ça, tu peux que prendre un effet boomerang d'un truc où tu vas t'enfermer dans cette espèce d'énergie négative et rien de positif peut sortir de ça. Alors moi, je suis entièrement d'accord et pour nos copains athées et agnostiques, je pense que tout simplement, déjà, tu n'es plus dans l'instant présent. T'es plus dans la réalité présente, donc t'es plus en train de créer ta vie. T'es en train de repenser à ce que t'as fait par le passé qui n'existe plus. Évidemment, Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent. Non mais évidemment. Bon. Dans les lectures à lire. Bon, je vous préviens, cet épisode va durer 2h30. Non, mais dans les lectures à lire, évidemment. Tu nous feras une petite liste à la fin. Mais j'en ai un paquet, si tu veux. Ah ouais, ça m'intéresserait. Ah oui. Ok, parce que je sais que ça peut intéresser aussi. Moi, j'ai pas lu tout ce que t'as cité. Et, Ah non, mais je vais te donner une liste de trucs passionnants. C'est dur d'être dans le moment présent quand on est dans ses pensées. Et en plus, c'est un métier qui à la fois... Ouais, non, comme quoi, après 15 ans, on peut encore ne pas se sentir en sécurité. Mais complètement. Dans ce métier-là. Donc, c'est un travail d'autant plus fort de réussir à se réancrer dans le présent comme tu le fais. Donc toi, tu le fais par l'écriture. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. À un moment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire que je te dis, le fait de sortir les choses, déjà, tu te rends compte que quand tu les sors, en fait, tu te rends compte très vite que tu vas être dans la même... comment te dire ? Tu sais, quand tu balances comme ça sur du papier les choses que t'as sur le cœur, les choses qui vont pas... En fait, tu te rends compte très vite que tu dis exactement la même chose de manière différente, mais qu'il n'y a qu'un seul vrai problème et que souvent ce vrai problème, parce que c'est ce que je vois partout, même quand je rencontre justement du public, en fait, le truc qui me sidère depuis 2006, quand je rencontre les gens, c'est vraiment la sensation qu'on peut tous avoir de ne pas être considéré. Ah ouais, ok. C'est le truc qui revient tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, je vois les gens, et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, la sensation de ne pas être considéré, et si tu veux, quand tu te sens pas considéré, ça abîme toujours et ça accentue l'absence d'amour propre qu'on peut avoir,
Et en fait, la première des choses, ça paraît le plus basique à dire, mais c'est le plus compliqué, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Mais ça, c'est le taf d'une vie. Hein. Non, mais quand on apprend à s'aimer soi-même, justement, on n'a plus dans la validation du regard des autres pour s'accepter, en fait. C'est la liberté absolue. Mais c'est le premier truc. La base, c'est ça. C'est le premier truc et à la fois, c'est le boss de fin du game. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pas si compliqué que ça. Non, mais franchement. Putain, j'ai 31 ans, je suis encore en galère sur le sujet, je te jure. Non, mais je te jure, c'est pas si compliqué. Vraiment? Et je pense qu'il faut vraiment aller puiser. Tu vois, tout ce qu'on a connu, là, le confinement, toutes ces choses qu'on a connues qui étaient quand même très compliquées. Moi, c'est pareil. Il y a eu la phase de stupéfaction. J'étais dans un délire de, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi le monde dans lequel on est en train de vivre? C'est clair. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, in fine dans la vie, c'est terrible ce que je vais te dire, mais tu te rends compte que la seule chose fiable sur laquelle tu peux compter, c'est toi. C'est vrai. Pour reparler de ton album. Non, on part très loin. Mais... non, mais c'est là où je reprends mon rôle. Donc, toi, tu as une grosse période de remise en question. Est-ce que aujourd'hui, tu la vois avec de la douceur aussi, ce moment-là, parce que ça devait être quand même très dur, mais est-ce que tu te dis aussi, je suis un peu fière d'avoir surmonté ça et d'avoir été dans cette... Mais franchement, en fait, aujourd'hui, je me dis, l'échec ressenti de l'album précédent était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ah ouais, carrément. Tu vois, donc j'en suis vraiment dans ce truc-là, en fait. Je me dis, mais en fait, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, en fait. Parce que j'ai pu, tu vois, pendant ces 5 ans, faire un vrai travail sur moi, essayer de comprendre les choses, ou en tout cas, essayer de mieux me comprendre moi, et d'être surtout plus doux, justement, avec moi, en fait. Arrêter, je veux dire, par rapport à ce que je racontais de l'enfance et tout ça, évidemment, au fur et à mesure du temps, quand je me suis retrouvée à être connue et tout ça, bon, il y a toujours eu des gens qui sont là pour t'en mettre plein la gueule et tout ça, mais tu te rends compte qu'en fait, très vite, tu deviens toi-même ton propre bourreau, parce qu'en fait, t'anticipes les critiques négatives, les réflexions, et tu dis, mais en fait, personne là est en train de réellement me critiquer à part moi, en fait. Et tu t'interdis certains trucs parce que tu anticipes une critique éventuelle. Surtout que lui, il écrit un hater, s'il prend 1 minute 30 pour t'écrire un message, toi, le message, il continue à tourner en boucle des heures dans ta tête. C'est en gros ça, carrément, quoi. Carrément. Donc, si tu veux, je pense que l'échec, encore une fois, un échec. En fait, pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est pour ça que ça s'appelle la leçon. Non, mais bien sûr. Quand on dit, tu vois, il n'y a pas d'échec dans la vie, en fait. L'échec, le seul échec qui existe, c'est la manière dont on va vivre les choses. Si on est convaincu que c'est un échec, on traînera ça comme un boulet, ça sera un gros trauma dans sa vie et on sera très, très, très paralysé par rapport à ça. Et si on est dans un truc où justement, pour moi, l'important dans tout ça, et l'album, tu vois, pour revenir dessus, c'est vraiment un album sur la résilience. C'est de se dire qu'à un moment, il n'y a pas d'échec. En fait, il n'y a pas d'échec. La vie, encore une fois, c'est un espèce de continuum permanent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a qu'un instant présent, en fait. Et que des fois, on va être figé sur des problèmes qui étaient il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et comme on a été trop figé dessus, ça nous a empêché de vivre pleinement ce qu'on vivait là, maintenant. Et donc, la première des choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'accepter les choses. Et à partir du moment où on accepte l'échec, en fait, on se rend compte que l'échec n'a pas existé. Il a existé dans notre tête et que nous, on a fait que cette situation est devenue un échec. Oh là là, c'est je sais pas si tu suis mon j'ai suivi et je trouve ça hyper juste. Et je réfléchis à ce petit adolescent de 16 ans qui rase les murs que tu étais. Est-ce que tu t'es réconcilié avec lui? Mais tu vois, c'est le truc avec ma psy en ce moment. Ah ouais? Ouais, en ce moment, elle dit, mais c'est important. Je sais, je l'ai appelé avant de... Oui, voilà. On a eu une petite discussion. Elle me dit, tu vois, elle me dit, non, mais c'est important quand même, justement, de rassurer ce petit garçon que vous étiez. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est toujours un peu émouvant aussi. Mais en fait, c'est plus compliqué parce que tu dis, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Tu dis, ouais, mais à un moment, justement, moi, je me suis sentie très, très seule à ce moment-là. Tu vois, j'ai mis mes parents à l'écart. Je voulais pas leur raconter ce qui m'arrivait, parce que je voulais pas que toute la merde. Qu'ils soient malheureux aussi, bien sûr. Je voulais pas, et en fait, je voulais pas que tout ce qui se passait rentre dans la maison. Donc, j'avais vraiment un espèce de truc très schizo dans ma manière de gérer le truc. Mais, si tu veux, en même temps, je me suis construit, du coup, très, très seule par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que la sensation d'abandon sur l'album Rio, elle était violente.
parce que je me suis senti très seule, parce que je me suis sentie abandonnée par la maison de disques, le manager. Et ça faisait beaucoup. Donc, si tu veux, je me suis retrouvée dans cette même zone je suis très seule, tu vois. Et en même temps, réconcilier, tu vois, le petit garçon, oui. Enfin, tu vois, je pense que c'est important, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que j'ai réussi à tenir. Parce que tout ce qu'on a vécu des fois de manière violente, ça a aussi vachement fait travailler notre personnalité pour nous construire aussi beaucoup. Donc, je suis dans un truc, je sais qu'il faudrait justement arriver à réconcilier ça. J'ai pas la réponse à ça en vrai. Mais c'est pas si évident, je trouve. C'est comme le coup de la confiance en soi. Bien sûr que il faudrait avoir confiance en soi et tout. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Non, sinon on la connaîtrait déjà. Et moi, je pense aussi qu'il y a des choses qui prennent vraiment du temps et que on peut pas rusher. Moi, je suis vraiment du genre à vouloir, hop là, régler vite et bien, et tout doit être. Maintenant, il y a des choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, t'as pas la réponse. Peut-être que tu vas revenir dans 2 ans. On va faire un podcast sur le succès et tu me diras, ok, maintenant c'est bon. Ou alors peut-être que ça prendra plus de temps. Parfois, on n'a pas la réponse, c'est pas très grave non plus, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. Mais en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est que rien remplace le temps. Tu vois, et justement, on est dans D'où la télé-réalité, j'ai compris. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'en fait, mais en plus, il y a pas de jugement de valeur. Enfin, je veux dire, chacun se distrait comme il a envie, tout ça. Enfin, moi, je fais des trucs très nuls, hein. Non, mais moi, je peux rester 3h25 sur TikTok, par exemple, dans Georges et No Life. Donc, si tu veux, je peux le faire. Et surtout, dans le genre, je pense que j'y passe 15 minutes, je regarde, il est 23h30. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai même des fois la vidéo du mec qui dit tu es encore là? Il m'envoie ça, les mecs, tellement ils se disent non, le mec a un problème. Si. Toi, t'es le genre à mater sur Netflix et qu'il se pose la question, est-ce qu'il s'est endormi? Ah bah bien sûr, je relance ce truc. Non, je suis toujours là. Oui, mais alors, moi qui suis tout le temps sur TikTok, je n'ai jamais eu ça. Alors, si c'est la nuit, tu vas la voir la nuit. Si la nuit, si tu te mets dessus... je dors, mais après, c'est mon petit truc à moi. Non, mais voilà, c'est un petit truc perso. Non, mais si tu restes trop longtemps, à un moment, t'as un mec, mais t'es encore là? Mais va te coucher, tu vas la vidéo. Mais le mec dit ça, je te jure. Wesh. Le mec qui arrive dit ça. Quoi? Non, mais je t'assure. Non, mais pour revenir sur le truc du temps. Ouais. Et ça rejoint tout ce qu'on dit. Je pense que de manière globale, il y a une accélération du temps. Non, mais c'est très physique ce que j'explique. C'est-à-dire que on a des journées qui font 24 heures, mais mathématiquement, ces journées réduisent. Je parle de la rotation de la Terre, de tout un tas de trucs vraiment physiques. Ouais. Et donc, on est dans un truc où, aujourd'hui, par les médias, par tout un tas de choses, les réseaux sociaux et tout, on est happé en permanence. En permanence, c'est pas qu'on occupe son temps. Je trouve pas mon mot. On fait toujours 10 000 trucs, mais on fait rien de on est perturbé en permanence, si tu veux. Ouais. Et la notion de temps, elle nous semble infinie. Alors que c'est pour moi, c'est vraiment un leurre, en fait. Et si tu veux, le truc qui est très, 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 très vrai, quand j'étais vraiment down. Sauf pour Michel Drucker, mais. Non, elle est méchante. Non, elle était marrante. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais lui, par contre, son temps est infini. Enfin, c'est incroyable. C'est dingue, je trouve. Ah, mais moi, je suis fascinée. Moi, je trouve ça balèze, hein. C'est trop stylé. J'avais vu, je sais plus quel humoriste dire j'ai une très belle carrière, mais bon, Michel Drucker fera mon nécrologie, ouais, quoi. Non, mais c'est dingue. Non, mais pour revenir donc sur ce truc de temps, et je pense que le seul truc qu'on ne peut pas réduire, c'est le temps nécessaire pour penser des plaies, pour se reconstruire et tout. Et on veut tellement que ça aille vite. Et tu vois, ma psy un jour m'avait sorti un truc parce que je dis à un moment je bug. Vraiment, à ce moment-là, je dis, mais des fois, je suis assis sur mon fauteuil. Genre, je ne fais rien. J'écoute pas de musique, je regarde pas la télé, je suis pas sur mon téléphone et je bug. Et là, la psy me dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Bah, je dis, je peux pas. Je peux pas bugger comme ça, regarder un mur pendant 1 heure. Enfin, il y a un vrai problème, quand même. Elle m'a dit, il y a un vrai problème. Pour qui trouve qu'il y a un vrai problème? Vous trouvez, il y a personne dans la pièce qui trouve ça bizarre, en fait. Donc, vous trouvez qu'il y a un problème. Mais si vos intellects et vous-même, vous avez besoin d'1 heure à rien faire, mais accepter de rien faire, en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment, je pense que c'est ça le truc, c'est qu'on a du mal à accepter le temps. On se juge beaucoup aussi. Mais carrément. C'est intéressant, cette notion de temps. J'y réfléchirais. C'est vrai. On veut que tout aille vite, on veut tout le temps, et c'est un peu une fuite en avant, quoi. Et tu vois, le truc qui m'a aussi vachement aidé, bon, il y a plein d'autres lectures. Je ressortirais plein de lectures. Non, mais vraiment. C'est Boule et Bill, le deuxième tome. Le deuxième, c'est ça. Non, un truc qui m'a vraiment aidé, mais qui est une phrase à la con. Mais, quand tu la réfléchis bien, quand tu te dis, dans la vie, rien n'est immuable. Ouais.
Donc ni les choses positives, ni de facto les choses négatives. Donc une période compliquée, de toute façon, de facto, la vie c'est le mouvement. Donc elle ne peut que revenir à autre chose. Donc faut accepter. Rassurant. C'est hyper rassurant. Et puis quand on est dans le tunnel et qu'on voit pas la lumière au bout, juste se dire que tout passe, c'est et Dieu merci d'ailleurs, sinon mais heureusement carrément. Ce serait pas ouf. Non mais heureusement. Merci beaucoup. J'ai envie de continuer 2h30, mais on va faire un on va faire un épisode spécial, une mini-série. Non mais c'est ça, il faudra faire un truc. Non mais c'est tellement passionnant comme sujet qu'on on peut parler des heures. C'est génial parce qu'en plus t'es non seulement hyper bien renseigné et puis ça correspond à ta vie avec des choses intéressantes à raconter, tu vois. Donc c'est trop cool. Bah écoute, c'est un trop bon épisode. Bah c'était très cool en tout cas. Merci beaucoup. Merci Christophe. Mais de rien, merci. J'espère que cet épisode vous a plu autant que moi. Le nouvel album de Christophe Willem est déjà disponible en précommande. Si vous voulez suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.